On y revient avec l'invité de Paris Direct et aujourd'hui c'est vous Bertrand Badi, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur à Sciences Po Paris et vous publiez plusieurs ouvrages en cette rentrée, mais notamment celui-ci, Les puissances mondialisées, repenser la sécurité internationale, qui est sorti comme toujours chez Odile Jacob. Analyse des nouvelles réalités géostratégiques, ce livre aurait pu s'appeler comme ça, ainsi, arrêtez-moi si je me trompe. Il y a ce G20 extraordinaire tout à l'heure organisé autour de Rome, même s'il sera largement virtuel. En quoi, Bertrand Badi, l'Afghanistan, le retrait précipité américain et ses conséquences sont extrêmement représentatifs de ces nouvelles réalités géostratégiques ? Représentatif d'une agonie. C'est-à-dire que ce n'est pas un phénomène nouveau, ce n'est pas une surprise, une découverte. Mais on s'aperçoit que la puissance, au sens classique du terme, est mise en échec, et ceci depuis un certain temps. Un certain temps, ça veut dire déjà les guerres de décolonisation, mais c'est du passé. On pouvait considérer que c'était exceptionnel, lié à un tournant dans l'histoire. Surtout, toutes ces interventions militaires extérieures, qu'elles soient menées par l'URSS en Afghanistan autrefois, par les États-Unis en Afghanistan, au Vietnam jadis, en Irak, ou par la France au Sahel, la puissance au sens classique ne marque plus de point. Et on est en train de découvrir derrière cela deux choses extrêmement importantes pour l'avenir. La première, c'est qu'on gagne difficilement les guerres, et quand on les gagne, c'est les faibles qui l'emportent. Ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque, c'est que le social court plus vite que le politique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le jeu international actuel, ce n'est plus le politique qui a la main. C'est ces décompositions sociales, ces crises sociales, ces pathologies sociales qui expliquent et entraînent les conflits. Face à cela, la puissance au sens classique ne peut pas faire grand-chose. Et puissant, écrivez-vous, celui qui atteint l'objectif fixé. Est-ce que le départ de Kaboul, qui a été critiqué, non pas tant sur le fond, mais sur la forme en tout cas, est l'expression ou la preuve de l'impuissance de la première puissance mondiale ? Oui, absolument. Et c'est quelque chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on voyait venir. Joe Biden, dans sa campagne électorale, en avait la prescience lorsqu'il disait « mais il va falloir réinventer la politique étrangère américaine ». On attend cette réinvention. Que va-t-elle être ? Personne ne le sait. On n'en voit même pas les axes. En tous les cas, une chose est certaine, c'est que continuer de la sorte va conduire les puissances d'échec en échec. C'est-à-dire qu'il faut repenser non seulement le jeu dans les relations internationales, mais les acteurs du jeu. C'est-à-dire aujourd'hui, la volonté, le choix des talibans, mais je dirais, la volonté et le choix des chefs de village au Sahel deviennent plus importants pour déterminer l'avenir qu'une décision prise en Conseil des ministres ici ou à la Maison-Blanche là-bas. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire retrouver les bons partenaires qui permettent de construire, je dirais, la nouvelle paix. C'est-à-dire, la paix aujourd'hui n'est pas comme autrefois quelque chose qui se négociait entre princes, qui avaient pleine latitude pour déterminer les conditions de mise à terme d'un conflit. Maintenant, les acteurs locaux sont de plus en plus impliqués. Généralement, on ne veut pas entendre parler d'eux, mais ils courent tout seuls. Et la paix ne se joue certainement pas au Conseil de sécurité de l'ONU, par exemple. Alors, vous avez raison de dire cela parce que double problème. Premier problème, le Conseil de sécurité est sourd et aveugle face aux transformations qui affectent les enjeux internationaux. C'est-à-dire, c'est le Conseil de sécurité, j'ai bien dit sécurité, or, seule la sécurité interétatique au sens le plus classique du terme est admise. La sécurité globale, c'est-à-dire les grands enjeux climatiques, alimentaires, sanitaires, le Conseil de sécurité ne veut pas en parler. Et pourtant, ces enjeux tuent bien davantage que les enjeux militaires classiques, mais pire que ça et double peine, ces enjeux sont les facteurs des nouveaux conflits internationaux. Ce sont eux qui alimentent les nouveaux conflits internationaux. Le Conseil de sécurité ne veut pas entendre parler. Comme il ne veut pas entendre parler non plus des acteurs qui ne sont pas du club, c'est-à-dire les acteurs locaux dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cette micro-sociologie des conflits qui est déterminante et auquel le Conseil de sécurité ne prête aucune attention. Résultat, le Conseil de sécurité est devenu un bloc de glace.
Vous posez la question de l'efficience, de l'efficacité du militaire, donc de ces lunettes d'hier qu'on prendrait pour tenter de répondre à des enjeux sécuritaires qui ne sont plus nationaux. Pourtant, on n'a jamais autant acheté d'armes dans le monde aujourd'hui. Alors, pourquoi faire ? Alors, d'abord, il faut voir où vont ces armes. Ces armes vont souvent à des régimes autoritaires et dictatoriaux pour réprimer leur peuple, il ne faut pas l'oublier, mais ces armes vont aussi se disséminer auprès de ces nouveaux acteurs de conflit dont je parlais tout à l'heure. Finalement, les États classiques n'interviennent pas je veux dire, ne sont pas impliqués comme clients de ces marchés d'armes parce qu'ils ont eux-mêmes leur propre arsenal. Ce que l'on ne comprend pas dans ce nouveau flux des armes, c'est qu'ils viennent en quelque sorte irriguer ces formes nouvelles de conflictualité sur lesquelles on a de moins en moins de prise. Alors l'actualité internationale a été riche ces dernières semaines. Il y a eu bien sûr l'Afghanistan et ses conséquences cet été. Et puis il y a quelques semaines, cette affaire des sous-marins, affaire AUKUS, qui a largement humilié, diront certains, les vieux alliés européens des États-Unis. Qu'a-t-elle dit ? Est-ce qu'elle a dit là encore qu'on n'avait pas assez vite changé de logiciel, en tout cas en matière diplomatique ? Les choses sont infiniment plus compliquées qu'elles ne l'étaient il y a encore quelques années ? Exactement. Elle dit surtout deux choses pour l'avenir, qui nous intéressent donc directement. La première chose, c'est une réflexion sur la notion d'alliance. Vous savez, on est tous marqués par ce que nous avons appris dans notre jeunesse et ce qui a fait la culture de notre génération. Nous appartenons, en tout cas moi, puisque j'appartiens à une génération qui est celle de la guerre froide et pour laquelle l'alliance était considérée comme un phénomène naturel. Il y avait deux blocs qui se faisaient face, on s'allie de part et d'autre pour faire face à la menace. Si bien qu'on a inventé en 1949 avec l'OTAN ce phénomène nouveau qui est l'alliance pérenne, institutionnalisée et organisée. Est-ce que cette forme stable liée à ce campisme, c'est-à-dire ces deux camps qui se font face, s'adapte encore à la fluidité extrême de la mondialisation? La réponse est non. Donc, quand on fait trop confiance dans l'alliance, on est déçu parce que, finalement, les partenaires investissent de moins en moins dans des alliances qui leur paraissent coûteuses et peu rentables. Voilà pour un premier point. Le deuxième point, qui est extrêmement important, c'est que on a tendance, vieux réflexe, à considérer que s'il y a une puissance qui monte, elle est militaire et qu'il faut l'endiguer militairement. C'est pas faux, bien entendu. La Chine a fait exploser ses dépenses militaires et est devenue une vraie, importante et dissuasive puissance militaire. Mais ce n'est plus l'essentiel. La puissance chinoise, quand on y réfléchit, c'est une puissance composite, comme le sont ces puissances nouvelles liées dans la mondialisation. C'est-à-dire une puissance économique, une puissance commerciale, une puissance financière. Il ne faut pas oublier qu'elle est créancière des États-Unis. Une puissance culturelle. Elle essaye de diffuser son propre modèle à travers son réseau d'instituts. Et croire qu'il suffit de tracer une sorte de cordon sanitaire pour la contenir est une illusion. C'est beaucoup plus compliqué que ça. La route de la soie, les routes de la soie comme pénétration du monde par la Chine constituent un phénomène autrement plus déterminant et décisif que la pression militaire. Et donc, là aussi, il y a une lecture sommaire, facile. On oublie ces phénomènes d'interdépendance. Pensez que Chine et Japon sont les premiers clients l'un de l'autre. On est autant rivaux stratégiques que partenaires économiques d'envergure aujourd'hui. Vous avez dit partenaire, et c'est probablement le mot d'avenir. C'est-à-dire que tout va se jouer sous forme d'un partenariat. Qu'est-ce que c'est qu'un partenariat ? C'est l'obligation de se parler, de passer des compromis sur la base d'interdépendances multiples. Qui est véritablement puissant, du coup, aujourd'hui ? Qui a saisi ? Alors, si on entend par puissance, capacité, et surtout si on entend par puissance la capacité de tirer profit de la mondialisation, parce qu'on a le droit, après tout, de tirer profit de la mondialisation, ce que j'appellerais, moi, une forme de solidarité égoïste, c'est-à-dire être dans un monde interdépendant en essayant d'en maximiser les profits. Opportuniste. Oui, enfin,
La solidarité n'est pas forcément de l'opportunisme. C'est une solidarité qui n'est pas désintéressée, mais qui dit que la solidarité est toujours désintéressée. C'est une solidarité dont on s'aperçoit qu'elle est porteuse de quelque chose. Quand Mme Merkel, en juillet 2020, a accepté de mettre la main au portefeuille pour mutualiser la dette européenne et aider les pays du Sud, c'était de la solidarité, donc ça va dans le sens de la mondialisation, mais c'était égoïste parce que Mme Merkel a très bien compris, encore fallait-il le comprendre, que l'économie allemande avait besoin des économies du Sud pour survivre. L'Allemagne, dont vous dites dans ce livre qu'elle est l'un des pays qui a précisément saisi. Elle en prend le chemin. Il faut faire bien attention. La puissance mondialisée n'est pas un phénomène accompli. On ne peut pas dresser la liste des puissances mondialisées. Mais des pays qui font cet effort de s'insérer dans la mondialisation, d'en tirer des avantages, de repenser la solidarité plutôt que d'agir de manière campiste et frontale, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a l'Allemagne, il y a le Japon, deux pays qui finalement n'avaient pas tellement le choix. Ils ne pouvaient pas faire autrement puisque ce sont des pays qui étaient de fait démilitarisés. Mais vous avez beaucoup de nouvelles puissances, un certain nombre de nouvelles puissances en Asie qui prennent ce chemin de manière peut-être plus novatrice. Je pense à la Corée du Sud dont personne ne parle jamais, mais qui en ce moment interpelle par sa capacité de maîtrise de la mondialisation. Bon, on reviendra alors. Vous reviendrez pour parler de la Corée du Sud plus en détail. Merci beaucoup Bertrand Badi d'être venu ce matin sur le plateau de Paris Direct. Les puissances mondialisées, il y a beaucoup de choses dans ce livre. Repenser la sécurité internationale chez Odile Jacob. Merci encore. Merci.